On va faire un dernier test de son. 1, 2, vous m'entendez tous? En arrière, c'est correct? Je ne vais pas vous briser les tympans. Parfait, cool. Bonjour à tous, bon matin, bon mercredi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu plus différent de ce qui était prévu initialement. En fait, je vais adresser l'éléphant dans la pièce. C'était pas moi qui étais supposé d'être ici ce matin devant vous. En fait, jusqu'à dimanche, je savais même pas si j'allais venir à l'Agile Tour et finalement, je suis devant vous ce matin. Il y a eu une annulation d'une conférence à cause de quelque chose qui commence par C puis finit par Ovid. Donc, la COVID a frappé un des présentateurs prévus et finalement, on va parler d'un autre sujet de ce qui était prévu initialement. En fait, le titre de la présentation, c'est Comment concevoir un logiciel de qualité. Les gens d'affaires sont vos meilleurs alliés. Je me présente, je m'appelle Antoine Lefrançois, je suis accompagnateur en pratique de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux justement aller faire du développement des tests après ça, manuel, jusqu'à l'écriture de user story, de story mapping, donc le flow complet. Comme coach full stack, si c'était un vrai terme. Mais on ne va pas s'attarder plus longtemps sur ma présentation. On va aller directement à l'essentiel. Pourquoi moi je vous dis ce matin que les gens d'affaires peuvent vous aider dans la qualité logicielle? Qu'est-ce qu'ils connaissent à la technologie, ceux-ci? Ils ont déjà assez de pouvoir en mettant les fonctionnalités de notre logiciel en avant-plan. En plus, ils vont avoir un pas à dire sur comment on fait les choses. Mais il semble que ça ne marche pas qu'est-ce que je viens de vous annoncer ce matin. Donc on va commencer, avant d'aller plus loin, à se donner 2 études de cas qu'on va travailler au fil de la présentation. Ce sont tous des cas fictifs basés sur des expériences que j'ai vues en entreprise. Donc, ça se peut que vous vous reconnaissez. Ce n'est pas des cas tirés directement d'une entreprise, c'est des cas tirés de plusieurs entreprises que j'ai essayé de tirer et d'en représenter 2. Un que j'aime bien expliquer, c'est de la facturation médicale. Fait qu'on va se créer une entreprise qui s'appelle DocFacturo, très trendy comme terme, qui a, d'un point de vue affaires, en fait, va gérer tout ce qui est la facturation médicale des médecins. Juste pour faire une histoire courte, c'est assez complexe ce domaine-là. En fait, à chaque fois que vous voyez un médecin, il facture la RAMQ avec votre dossier patient sur l'acte qu'ils ont fait directement. Donc, tout le domaine d'affaires de cette application-là est en fait géré par la RAMQ. Donc, c'est la RAMQ qui donne les règles à respecter, ainsi que les exceptions spéciales. Comme qu'est-ce qui arrive si je rencontre un patient un jour férié le 3e vendredi du mois? C'est des choses de même que, justement, la RAMQ peut avoir une influence et changer, en fait, la rémunération du médecin, comment le médecin va être payé. Donc, il faut justement être capable de faire un suivi de qu'est-ce que la RAMQ va avoir réellement versé au médecin et qu'est-ce que, par exemple, le médecin avait initialement rentré. Donc ça, c'est juste pour vous comprendre le domaine d'affaires. Assez complexe, beaucoup de règles d'affaires, beaucoup de règles un peu spéciales, puis de l'intégration avec des systèmes. D'un point de vue de qualité logicielle, c'est une application qui est quand même assez vieillissante avec des technologies un peu désuètes. Nommez le langage que vous voulez qui n'est pas trendy actuellement, donc ce n'est pas fait en Rust ou autre. Il y a peu de tests unitaires, beaucoup de tests manuels, ce qui veut dire que faire un déploiement est toujours risqué et on le fait le moins souvent possible. Point de vue architecture logicielle, c'est un système patrimonial, c'est un API monolithique avec des règles d'affaires un peu partout, un peu dans l'affichage, un peu dans l'application mobile qu'on utilise. Donc, il y a vraiment une grosse diversité de langages. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans cette étude de cas-là? Moyen? Quelques personnes? Good. Mais cela va peut-être plus vous parler. Et là, on se décide qu'on se part d'une compagnie d'assurance. Hey, on a beaucoup d'expérience là-dedans à Québec. Donc, on va faire un produit, justement, qui gère de la réclamation d'assurance. D'un point de vue de domaine d'affaires, problématique d'affaires, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens qui font des réclamations d'assurance décrivent leur sinistre avec plusieurs formulaires, plusieurs jeux d'entrée de données, permettent la prise de photos pour justement qu'un évaluateur en sinistre puisse apporter son point de vue, faire en sorte de donner comme faire avancer le dossier dans les processus d'assurance et ça va faire en sorte qu'on va changer justement le suivi de la prise de décision finale. Point de vue qualité logicielle, c'est une équipe A-Star. Ils ont énormément de tests unitaires, ils ont une couverture de tests à 94% et ils respectent la pyramide de tests, vraiment quelque chose qu'on vise à avoir dans tous nos logiciels.
D'un point de vue de l'architecture et de la conception, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est on va faire ça, comme on est 3 équipes multidisciplinaires qui travaillent sur ce produit de réclamation d'assurance, on va se mettre en microservices. On va utiliser des séparations, par exemple, de modèle en couche ou de modèle hexagonal. On va utiliser le CQRS. CQRS, c'est pourquoi? Command Query Request Segregation. Donc, ce que j'ai dans ma vue n'est pas les mêmes types d'actions que j'ai. On va utiliser des services info nuagiques comme du Dynamic Load Balancing, Kubernetes, du système de monitoring, du PubSub, vraiment à la fine pointe de la technologie, cette application-là. Ça semble beau, ce cas d'étude-là. Pourtant, dans les 2 cas que je viens de vous montrer, les gens d'affaires, ils ne sont pas nécessairement satisfaits de la performance de l'équipe. En fait, dans les 2 cas, le temps pour un changement pourrait s'avérer extrêmement élevé, ce qui va apporter des retards. Quand on dit retard, veut dire aussi que la vélocité de l'équipe descend et, malheureusement, pour les gens d'affaires qui sont présents, ben, on a un dépassement de budget. Donc, un dépassement de budget fait en sorte que, justement, les projets coûtent plus cher et qu'on va avoir moins de propension dans notre produit à apporter de l'innovation, ce qui va aussi avoir un effet négatif sur la motivation des gens. Donc, 2 pourtant problèmes différents, mais au final, le symptôme réel est le même qui est vécu, c'est-à-dire les gens d'affaires sont insatisfaits de qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue de la livraison de logiciels. D'un point de vue de doc facturo, de la facturation médicale, c'est super simple à expliquer. On est dans un cas de legacy, on n'a pas de confiance dans le logiciel. C'est normal qu'on aille lentement parce qu'on ne veut pas briser l'application qu'on a avec nos utilisateurs. Mais d'un point de vue d'Elaps Assurance et son système de réclamation, ben en fait, le problème est plus compliqué à expliquer. Normalement, j'ai tous les ingrédients pour avoir une performance qui va vite avoir justement les gens d'affaires avec un haut degré de satisfaction. Mais comme j'ai tellement beaucoup de changements à faire, il faut que je change l'interface web quand je veux rajouter un champ, il faut que je change les tests reliés à ce formulaire-là, il faut que je change le back-end, il faut que je change les classes introduites, il faut que je change mon schéma de BD. J'ai énormément de changements à faire, ce qui ralentit excessivement la vitesse de livraison de mon système. Et tout ça, ben en fait, même si c'est 2 problèmes complètement distincts, ils vont pointer vers la même source qui est un problème de qualité à la base. Alors, ma question pour vous ce matin, comment on trouve le bon niveau de qualité? Bien ça, on va séparer cette question-là en 2. On va prendre la première question, le premier volet à inspecter, qui est le plus simple. Un produit logiciel, qu'est-ce que ça fait? En premier, ça répond aux besoins fonctionnels. Le deuxième volet qu'on va regarder, c'est si le produit est bien fait. C'est celui qui va nous intéresser plus en détail. Mais ces 2-là, ces 2 critères-là, il est quand même un peu subjectif. En fait, moins le premier. Le premier, on a une meilleure assurance de ça. Pour aller chercher justement le côté fonctionnel, savoir si le logiciel se comporte correctement comme ce que les gens d'affaires veulent, ben c'est simple. On a juste à implémenter exactement leurs demandes, leurs besoins. Donc, on prend les nouvelles demandes des gens d'affaires, on les transforme, on les traduit en récits utilisateurs et en plus de ça, on est capable d'expliciter des critères d'acceptation. J'ai maintenant mes critères d'acceptation, j'ai ma demande, je donne ça à l'équipe de développement. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font un produit qui fonctionne. Ils rajoutent des fonctionnalités dans mon logiciel et ils sont capables de valider ça avec la définition de terminé. Une fois que tout ça est beau, done, check, on envoie ça en production et ça va fonctionner. Pas mal plus simple comme flow pour m'assurer justement que le produit répond aux besoins fonctionnels. Mais si le produit est bien fait, ben, j'ai un pas mal plus grosse difficulté à regarder ça si je prends simplement le flow fonctionnel. Je ne peux pas juste avoir ce mécanisme-là en place pour m'aider à savoir si le produit est bien fait. En fait, pour l'évaluer, on va non pas évaluer nécessairement la qualité du code, on va regarder la performance de l'équipe. Donc, je vais être encore une fois un de ceux-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste faire une explication sommaire, mais on va parler encore une fois d'Accelerate aujourd'hui. Il y a 4 métriques clés qui nous permettent d'évaluer la performance d'une équipe. Ces métriques-là viennent d'Aura,
qui est DevOps Research and Assessment, qui est un groupe de recherche qui, justement, ont réussi à prouver statistiquement que si on mesure ces 4 éléments-là, on est capable de mesurer la performance d'une équipe dans une industrie donnée. Pour plus de détails, je ne vais pas aller plus loin dans ces informations-là. Il y a un très bon livre qui s'appelle Accelerate. Vous pouvez chercher ça sur votre ami ChatGPT puis vous faire un bon résumé du livre en tant que tel. Mais je reviens sur mes 4 métriques qui vont m'aider à évaluer si c'est bien fait. J'en ai 2 métriques qui se concentrent sur la vitesse, c'est-à-dire le temps de cycle et le lead time. Donc, le temps de cycle, c'est quoi? C'est le temps qu'un commit s'en aille jusqu'en production. Le lead time, c'est que je m'en vais au bout de la scène quand la personne d'affaires a eu l'idée, puis combien de temps ça prend pour aller en production. Donc, il y a un plus gros temps, en fait, dans le lead time que le cycle time, parce qu'on a toute la notion idéation, réflexion, définition du besoin d'affaires avec ceux-ci. Donc, ça, c'est des critères. Oui, le vert n'apparaît pas bien, mais c'est des critères qui est marqué vitesse à ce niveau-ci. Les 2 autres métrique qui est important de regarder, c'est le pourcentage de déchets, de defects qui sont envoyés en production. Donc, à quel point votre ratio de bugs qui est découvert en production, à quel point vos changements vont déclencher une erreur, un incident ou un comportement non désiré dans votre environnement de production. Et l'autre aspect, c'est justement le temps moyen que ça vous prend pour réparer un incident, par exemple. Ces 2 métriques-là vont vraiment se concentrer sur l'aspect qualité de notre logiciel. Donc, la seule façon d'aller bien, c'est d'aller... Non, la seule façon d'aller vite, c'est d'aller bien. Parce que ces 2 axes-là, qualité et vitesse, sont orthogonales. Je ne peux pas juste faire de la qualité à 100% sans avoir un peu de la notion de vitesse. Parce que ça ne va pas dire que je vais aller avec une équipe qui est hyper performante. Mais performante, selon qui? C'est qui doit juger de la performance nécessaire de mon équipe produit? L'équipe elle-même? Est-ce que l'équipe a vraiment les bons outils pour définir c'est quoi le niveau de performance attendu d'une équipe? Pas vraiment. On est de mauvais juges de notre côté sur qu'est-ce qu'on doit atteindre comme cible d'un point de vue de ces 4 métriques-là, en fait. Les personnes qui doivent influencer la définition de ces critères-là, ce sont les gens d'affaires. C'est selon leurs yeux qu'on doit baser le regard de notre qualité sur notre produit. Il faut qu'on regarde si pour eux, le produit est d'une qualité acceptable. Ouais! Ils n'ont pas étudié en génie logiciel nécessairement, ces personnes-là. Ils n'ont pas nécessairement les informations nécessaires pour évaluer si justement on fait bien les choses, à part mesurer les métriques, puis après ça, sortir un fouet pour dire non, vous faites mal ça. On ne peut pas vraiment collaborer si on fait juste mettre ce problème-là dans leur cours. Donc, on va justement ce matin, prochaine slide, ici, on va utiliser un outil que vous avez probablement déjà vu, entendu, parlé par un de mes collègues d'Elaps, ou un outil qui se trouve dans le livre Agile Testing, qui est justement le cadran des types de tests. Donc, le cadran des types de tests, qu'est-ce qui nous aide? C'est de catégoriser les tests que l'on va retrouver dans un logiciel. Il y a 2 axes à ce cadran-là, parce qu'il y a 4 cadrans. Donc, l'axe vertical, c'est les textes, c'est vertical, comme ça, haut en bas. Ça va nous donner justement sur quel horizon on se trouve, sur quel horizon on regarde le test qu'on va faire. On est soit d'un horizon affaires ou technologique. D'un point de vue horizontal, ça va être qu'est-ce qu'on décortique un peu plus. Est-ce qu'on aide le développement ou est-ce qu'on critique le produit qu'on est en train de construire? Donc, le côté droite de notre cadran, on s'attarde à voir un peu plus si le produit est bien fait. Tandis que l'aide au développement du produit s'attarde au premier point. Il s'attarde à est-ce que notre produit fait ce qu'il doit faire. Donc, si je passe un peu justement les 4 cadrans, on va voir que dans le cadran aide développement technologique, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des tests de développeurs, tests unitaires, tests d'intégration, tests vraiment que vous faites de composantes ou autres.
c'est les tests que les développeurs sont habitués de faire. D'un point de vue, si je fais juste monter en haut, qui aide toujours l'équipe de développement dans la réalisation du produit, mais qui sont orientés affaires, qui nous aident à dire si oui, le développement du produit se passe en corrélation avec les besoins d'affaires exprimés. C'est les genres de tests d'acceptation, les tests AB, les tests de story, des choses qui nous permettent de faire les checks dans nos critères d'acceptation. Je n'irai pas dans le cadran test exploratoire ici pour une bonne raison. Je pourrais faire une présentation facile d'1 heure juste sur les tests exploratoires et à quel point ils peuvent vous être utiles. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer simplement sur le cadran de test qui s'appelle les Elites. En fait, ce cadran-là, si je fais juste regarder son positionnement, il critique le produit d'un point de vue technologique. Wow! C'est justement ce qu'on essaie de faire. Si on essaie de trouver un mécanisme pour nous dire si notre produit est bien fait, si notre conception, les choix technologiques qu'on a pris sont adéquats pour le produit qu'on est en train de construire. Donc, notre objectif, c'est justement ça. Comment on est capable de définir le juste assez des requis non fonctionnels, les Elites dans notre système. Si on est capable d'identifier les requis non fonctionnels qu'on doit souscrire, qu'on doit atteindre avec notre logiciel, bien, on va être capable d'évaluer, de mieux bâtir le logiciel en fonction de la qualité nécessaire, le bon niveau de qualité. Puis ça, bien, justement, dans un point de vue affaires, ils ont déjà ce discours-là, ce vocabulaire-là. Ce n'est pas nouveau pour eux nécessairement de discuter de qualité. En fait, si on regarde, on va y aller plus dans un angle B2B, donc business à business. Il y a dans des ententes contractuelles déjà les notions de contrat à respecter, de niveau de service à respecter. Ce qui veut dire qu'eux, ils ont déjà les mécanismes en place, ils ont déjà le vocabulaire, les informations névralgiques à avoir avec les notions de Service Level Agreement et Service Level Objective. À quel point, l'agreement, c'est ce que j'ai comme entente entre les deux parties, mais l'objectif, c'est de dépasser juste un peu l'agreement, parce que je veux avoir un buffer supplémentaire avec qu'est-ce qui est mentionné dans mon contrat. Ce sont les requis qui sont importants pour la business, pas nécessairement juste le produit. C'est d'un point de vue financier, d'un point de vue de réputation, d'un point de vue de marketing, c'est tous des éléments clés qui sont importants à avoir dans votre produit. Puis si on prend ces deux choses-là, les SLA et les SLO, et on les jumelle avec le produit et l'équipe de développement, eh bien, on va être capable, justement, ensuite, de découler de ces informations-là et de sortir les requis non fonctionnels nécessaires à établir les standards de qualité. Cool. Allons-y. Allons parler de standards de qualité. En fait, comment on définit un standard de qualité? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des standards de qualité dans votre produit? Oui, non? Ça fait peur. Avez-vous des SLA et SLO? Est-ce que les gens d'affaires ont des SLA et SLO? Probablement eux autres, oui. Souvent, quand il y a un incident en production, puis que... Oups, on va revenir ici. Quand il y a un incident en production, il y a quelqu'un, un product owner ou une personne des gens d'affaires, que la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Regarder dans le contrat si on est dans un bris de contrat. Pourquoi? Parce que si on est dans un bris de contrat, on pourrait soit se faire poursuivre, on doit dédommager le client. C'est important à savoir quand on fait la conception d'un logiciel, ces éléments-là. Donc, pour faire ça, pour aller chercher les standards de qualité nécessaires dans notre logiciel, eh bien, on a besoin d'établir une stratégie de qualité. La stratégie de qualité, c'est un plan haut niveau pour un produit ou une ligne de valeur qui définit les objectifs actuels. Ça peut être juste d'énoncer les Service Level Agreement, les Service Level Objectives de votre produit, mais d'un point de vue important, c'est que ça va définir c'est quoi les impacts et les impératifs de l'entreprise envers votre produit. À quel point vous voulez aller chercher de la croissance de marché, à quel point au moment X, aujourd'hui, ces objectifs-là sont importants dans votre entreprise. Et ça, c'est une discussion à avoir d'un point de vue avec les gens d'affaires et les gens technologiques, techniques, assis à la même table pour définir la stratégie de qualité. Ce n'est pas juste les gens d'affaires qui sont importants à avoir dans cette définition-là.
les gens techniques ont aussi leur droit de regard sur cet aspect-là. Puis plus qu'on est au courant en tant que tel, bien, ça va influencer la manière de concevoir notre logiciel de ce point de vue-là. Mais là, justement, stratégie de qualité, c'est un document qui est très haut niveau. Okay? Je n'ai pas de format mentionné. Ça peut être justement une page dans Confluence, une définition dans un wiki, un ADR, donc Architecture Decision Record, de quoi que vous documentez, que vous mettez dans un board Miro qui va être évolutif à travers le temps. Mais ça ne va pas nécessairement nous aider quotidiennement dans l'élaboration de la qualité de notre logiciel. Ce qu'il faut regarder à ce niveau-là, c'est beaucoup plus les critères de qualité. Un critère de qualité, c'est quoi? C'est que je prends mon produit logiciel ainsi qu'un des requis non fonctionnels que j'ai établi dans ma standard de qualité, ainsi que la stratégie de qualité que je viens de définir avec les gens d'affaires pour me donner des caractéristiques claires à respecter. Ça va dicter le niveau minimal de qualité à respecter dans le produit. Je vais leur dire une dernière fois, le terme minimal est important. J'ai pas besoin, ça va me dire qu'est-ce qu'il faut absolument que j'aille dans le produit. Je peux aller un petit peu plus, mais je veux essayer au moins de viser cela. Des exemples de critères de qualité. Mais on peut voir à peu près ici, j'en ai juste mis 6 exemples, c'est tout basé sur les notions des ilities. Vous voyez que le suffixe, la terminaison de chacun des mots, est similaire. Les ilités qui sont mis là, ce sont des éléments qui se retrouvent dans notre cadran de test. Ça vient dans cet aspect-là de test qui critique le produit, mais d'un point de vue technologique. Un qu'on voit souvent ou qu'on entend le plus dans l'industrie, c'est quoi? C'est la disponibilité. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les notions des nœuds? Oui. Fait que qui doit respecter 5 nœuds dans son logiciel? Qui doit respecter 3 nœuds? Yay! Quelqu'un! Donc, justement, la notion de disponibilité, c'est de dire à combien de temps par année je dois avoir un logiciel qui est available pour les clientèles. Ou, en fait, si on le prend à l'inverse, c'est combien de temps dans l'année je peux maximalement être à terre. Donc, je peux ne pas être en mesure de répondre à des clients directement. D'un point de vue de la capacité, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui font des plateformes e-commerce? Personne ici? OK, on va se donner une question assez simple à résoudre. C'est quoi la période la plus achalandée pour un site de e-commerce? Oui? Black Friday, ça s'en vient quand? Ben maintenant, là aussi, vous voyez que Black Friday n'est plus juste comme 3 jours. En fait, Cyber Monday et Black Friday, c'est rendu le mois du vendredi fou. Pourquoi? Ben parce que justement, ça fait en sorte que tu n'es pas obligé d'avoir des pics momentanés sur ton système. Mais dans des sites e-commerce, justement, à la Best Buy et autres, quand ils ont sorti leur plateforme en ligne, ils se sont posé des questions. C'est combien d'utilisateurs maximum en fait, qu'on devrait être capable d'admettre sur notre plateforme en même temps? Bien, justement, ça devient un critère de qualité à expliciter. On doit être capable de supporter 10 000 utilisateurs en période de pointe. Si Taylor Swift sort un nouveau billet au Centre Bell à Montréal pour son prochain spectacle, Ticketmaster doit être capable de gérer cette demande-là, parce que la demande, elle va être là. Point de vue malléabilité, un autre critère intéressant. Ajouter une info d'un formulaire marketing en moins de 2 jours, permettre justement de l'expérimentation sur le produit pour que les gens de marketing puissent prendre de meilleures décisions sur leur logiciel. Un aspect qui est intéressant, mais qui est nécessaire d'un point de vue affaires. Donc, il faut que si c'est le requis de notre côté affaires, il faut le mettre en branle d'un point de vue de la conception pour être capable de réaliser ça. Je revenais sur accessibilité. J'ai oublié le premier. Testabilité. Ça aussi, c'est un élément de qualité dans notre logiciel. À quel point il est testable. Si moi, je veux absolument respecter, parce que c'est important d'un point de vue affaires, tout ce qui est dans les zones critiques. Des zones critiques peuvent être information de paiement, transactionnelle, des choses comme Ticketmaster, on va le prendre un exemple, gestion de billets de spectacle, c'est assez critique. On ne veut pas vendre 2 fois le même billet quand il n'est plus disponible. Donc, il faut que je sois capable, dans ces éléments-là qui sont plus critiques, de m'assurer en permanence que ma qualité est présente. Pour ça, bien, je vais dire qu'il faut que mon système dans ces zones-là soit avec le respect de la pyramide de tests, large, moyen, petit, dans mes tests.
Ainsi que le dernier, par exemple, l'accessibilité. L'accessibilité, ben, j'ai justement besoin de comprendre qui va utiliser mon logiciel, puis qui sont les meilleures personnes pour nous aider à comprendre nos utilisateurs, les gens d'affaires. Les gens d'affaires ont les informations sur, OK, est-ce que notre logiciel va être utilisé dans combien de langues? Anglais, français, mandarin, c'est qui notre public cible? Est-ce qu'on doit justement se souscrire à des règles d'accessibilité? À quel point on va aller définir, par exemple, des logiciels qui sont utilisables, par exemple, par des daltoniens ou des systèmes avec des claviers comme particuliers ou du euh, text-to-voice, par exemple, donc des mécanismes pour aider l'accessibilité d'un produit logiciel. Ça, on peut le mettre en place. On a tous les mécanismes technologiques pour mettre ces points-là en place. Mais est-ce que c'est nécessaire? Ça prend le regard du côté business pour nous aider à dire si oui ou non c'est nécessaire. Si je fais un logiciel d'opération, un logiciel qui va être utilisé simplement par une équipe de techniciens anglophones qui ont tous leurs bras, ben, je n'ai pas besoin d'implémenter toutes les features d'accessibilité nécessaires pour que mon logiciel fonctionne, par exemple. Puis pour vous donner une idée, une fois que j'ai ces critères-là, on peut les documenter, les inscrire dans quelque chose qui s'appelle un scénario de qualité. L'objectif avec un scénario de qualité, c'est de faire une illustration d'un critère dans un contexte précis. Fait que j'ai pris le premier, lui qui est un peu le moins compréhensible, la testabilité, genre respecter la pyramide de test dans les zones critiques. OK, allons sortir les informations pertinentes dans un exemple. Donc, la source, qui doit être responsable de respecter ça? L'équipe de développement. C'est quoi le stimulus qui demande justement le respect de la zone critique? Bien, une nouvelle demande de fonctionnalité. L'artefact, ça va être qu'est-ce qu'il y a dans notre système, dans notre produit logiciel, va être sur test, la composante qui doit absolument respecter ça. Donc là, ça va être la zone critique de l'app. L'environnement, quand est-ce qu'on doit faire ça? Quand est-ce qu'on doit respecter ce niveau de qualité-là dans notre système? Ça va être durant le développement. Ce n'est pas une fois que je suis en prod que je dois rajouter des tests, c'est pendant que je suis en train de développer que je dois respecter la pyramide. La réponse, c'est quoi mon niveau de critères que je dois faire? Bien, c'est justement de respecter cette pyramide de tests-là. Et une fois que j'ai la réponse, bien, je ne peux pas juste dire que c'est parfait, que c'est correct. Il faut que j'ai un mécanisme pour mesurer la réponse, pour me dire si oui ou non, je l'ai respecté. Puis si c'est non, il faut que ça plante dans le pipeline. Il faut que j'aie un mécanisme qui me dit non, tu n'as pas respecté, retourne en arrière et refais des tests montorieux. Bien, pour ça, ça me prend les ratios de tests, un peu à comment la Google fonctionne. Donc, c'est vraiment une manière, en exemple, de définir des critères de qualité dans un système. Ça va aider grandement à ce que tout le monde ait la même compréhension d'un critère de qualité. Puis, si vous pensez que ça, c'est nouveau, pas pantoute. Je n'étais même pas né quand ces éléments-là étaient sortis. La qualité, les critères de qualité, ça vient d'ISO 9126 qui date de 91, justement. Donc, on parle de qualité depuis extrêmement longtemps. On a déjà des mécanismes et des outils qui sont nécessaires pour discuter de qualité dans un logiciel, dans un produit en tant que tel. Fait qu'il n'y a rien de nouveau dans ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Si c'est des choses nouvelles, je suis content de vous avoir appris quelque chose, mais d'un point de vue de la littérature, il n'y a pas de nouveauté à proprement dit à ce front-là. Puis en fait, parce que les scénarios de qualité, l'intention, c'est d'exprimer la qualité attendue dans un contexte précis. Je suis en train de documenter comment le système se comporte d'un point de vue de qualité pour la qualité du produit. Donc moi, je suis en train de valider le système, le niveau de qualité dans le système avec quelque chose qui est un exemple précis. Et ça, ça revient à une pratique similaire qu'on a dans notre coffre à outils, qui vient justement, par exemple, appuyer comment un système se comporte. On peut s'inspirer du Behavior Driven Development pour nous aider à implémenter de la qualité. Ce n'est pas
ça le BDD. Okay? Je vais juste mettre de l'emphase. Le Behavior Driven Development est un outil du côté, je vais revenir sur mon côté affaires pour documenter le fonctionnement d'un logiciel. Mais on peut utiliser des outils présents dans le BDD pour nous aider à mieux illustrer, mieux comprendre, mieux collaborer sur les éléments attendus d'un point de vue de la qualité. C'est-à-dire, ce que je viens de montrer avec le scénario là, tout à l'heure, je vais juste revenir, 2 secondes, c'est pas simple, sans clicker, Ici, là, au final, ce que je suis en train de faire, c'est donner dans mon scénario le contexte, l'action et le comportement attendu. Ce qui est réellement similaire à ce que la syntaxe Gherkin de given, when, then apporte. Donc, je peux utiliser ces éléments-là, cette documentation-là, cette manière de documenter un système pour exprimer la qualité attendue dans un système, pour exprimer le comportement attendu de ce point de vue-là. Et ça va être compréhensible de tous les côtés. Par exemple, durant Black Friday, quand justement on annonce la disponibilité des spéciaux et que tous les utilisateurs se connectent à la plateforme, on peut supporter jusqu'à 10 000 usagers sans problème. Et ça, justement, given when then, ça nous aide à avoir la même compréhension de tout bord, tout côté. De ce point de vue-là, maintenant que j'ai ces informations-là, des scénarios de qualité, des exemples de critères de qualité à avoir, ça va influencer la conception nécessairement. L'équipe de développement va pouvoir prendre ces scénarios-là, changer leur mécanisme de conception et justement prendre les scénarios puis même en faire des choses qui sont utilisables pour une partie de test, pour être capable de tester en continu est-ce que le logiciel atteint les niveaux de qualité attendus dans mon logiciel. Donc, ça devient vérifiable d'un point de vue du produit. Ce qui fait en sorte qu'on vient d'augmenter notre assurance qualité dans notre logiciel. Combien d'entre vous ont déjà fait des tests de charge dans votre logiciel? Combien d'entre vous font des tests de charge en continu dans votre logiciel? Quand est-ce qu'on fait les tests de charge majoritairement? Quand ça plante ou une semaine avant qu'on aille en production ou qu'on lance un nouveau système. C'est là les meilleurs moments pour valider que hey, ça marche, qu'est-ce qu'on a fait. Non. Si vous voyez, on peut s'inspirer de ce que les grands joueurs de ce monde d'un point de vue de qualité font. Chaos Monkey, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Oui? Fait qu'un Chaos Monkey, c'est quoi? C'est un principe introduit par Netflix qui, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un singe fou dans leur infrastructure qui décide de débrancher des fils, un peu au hasard. Seriez-vous game de faire ça? Je l'ai essayé une fois, ça s'est mal fini. J'ai reçu un courriel, on a reçu un courriel dans notre équipe qui était « This is totally completely unacceptable ». Je ne comprends pas pourquoi. On a tiré des fils sur la production et ça a mal marché. Mais eux, Netflix, leur thinking, c'est simple. Vous ne saurez pas quand est-ce qu'on va faire ce genre de type de test-là dans notre système. On va vous avertir qu'il va y avoir une période, mais vous ne saurez pas le système visé, c'est quoi le type de panne, et on va justement après ça vous avertir que votre système a été en production et on va vous tester là-dessus. Toutes ces 4 informations-là sont connues par tout le monde. Ce qui fait en sorte que lorsque les gens font la conception de système, ils ont ces 4 impératifs-là dans le back burner, dans leur tête en permanence, puis ça va changer la manière dont ils conçoivent leur logiciel parce qu'ils doivent se prémunir de ça. Puis pourquoi? Parce que Netflix, c'est qui est le compétiteur de Netflix? Le sommeil. C'est pas, ils veulent que tout le monde soit là le plus longtemps connecté sur la plateforme. Ce n'est pas Disney+, malheureusement. Quoique, ça s'en vient. Donc, eux, ils ont ces principes-là qui influencent la qualité de leur système. Oh, pardon. Mais je reviens sur nos études de cas, ça fait quand même un bon bout qu'on n'en a pas parlé. Avec tout ce qu'on vient de se documenter, la stratégie, les critères, d'un point de vue de doc facturo, la facturation médicale, c'est quand même un peu plus simple à analyser. Si je n'avais pas de stratégie et des critères, j'aurais pu justement les ajouter. Puis là, on aurait pris comme initiative dans l'équipe de faire quoi? On va rajouter des tests automatisés. On va essayer de réduire notre propension à faire des tests manuels.
OK, mais ça ne marchera pas super bien parce que c'est pas facile de faire des tests automatisés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le patron, le strangler pattern. Donc, on va extraire du code, on va essayer de le sortir, de le modifier, faire des façades. En fait, tout ce qui est des techniques de conception derrière du code legacy. Pourquoi? Mais parce qu'initialement, on avait un niveau de basse qualité déjà présente dans le logiciel. On avait justement des impératifs qui disent, OK, si on se focus sur notre qualité, d'un point de vue de DORA, d'un point de vue des 4 métriques, si on se focus sur la qualité, on va améliorer la performance de notre équipe de livraison. Mais d'un point de vue de la réclamation d'assurance, mettons que je mets en place la stratégie, mettons que je mets en place les critères différents de mon application, qu'est-ce que ça va changer? Je ne peux pas juste dire faire plus de tests, je respecte déjà les notions de test. Pourtant, les gens d'affaires sont encore insatisfaits. Parce que l'élément clé ici vient du côté de la vitesse et non pas de la qualité elle-même. La qualité est bonne, la vitesse est mauvaise. Pourquoi la vitesse est mauvaise? Bien parce que j'ai augmenté la complexité de mon système. J'ai fait une complexité qui est peut-être non nécessaire pour le système, en fait. Parce que ce que j'ai fait dans ce cas-ci, c'est probablement utiliser une mauvaise technique dans un mauvais contexte. J'ai beaucoup de changements à faire pour implémenter une nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est un problème, justement, probablement de trop de qualité pour le problème qui est donné. Tu sais, j'ai Kubernetes dans mon système. Avec du dynamic scaling, je peux augmenter la capacité de mon système en continu et quand j'en ai besoin. Quand est-ce que tu vas en avoir besoin? Tu fais de la réclamation d'assurance. Ce n'est pas du e-commerce, ce n'est pas une période de pointe nécessairement. Les seules périodes de pointe, c'est quand? Peut-être quand il y a des grosses pannes de courant ou de la grêle. Mais même encore, est-ce que tu as besoin de répondre aux mêmes besoins que des sites e-commerce à la Best Buy ou à Netflix, par exemple? Probablement pas. Mais tu as tout mis en place les mêmes mécanismes que dans ces cas-là. Pourquoi? Bien, pour deux choses. La première, on a suivi des recettes. On a suivi des posts Stack Overflow, des exemples venant de framework.net ou autres qui se trouvent sur Internet. On a suivi ces recettes-là. Même, je vais être franc avec vous, je donne des cours à l'université, j'en suis coupable. J'influence négativement certains éléments dans l'industrie. Pourquoi? Parce qu'on montre des concepts et ensuite les gens prennent ces concepts-là et reviennent et les appliquent dans tous les cas. Ce qui fait en sorte que ça a une influence sur les tests et l'architecture. Le problème de réclamation d'assurance, du système de réclamation d'assurance, ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème de choix de design. Le design qu'on a choisi de prendre n'était pas bon. Parce que tout dépend du problème à traiter. La conception, c'est ça à la base. Je ne peux pas juste appliquer bêtement une architecture de référence ou une architecture qui est super complexe parce que, justement, je ne le sais pas, Yagni, you ain't gonna need it. Je ne sais pas si je vais en avoir réellement besoin. Mais la seule personne qu'il faut, justement, pour m'aider à prendre ces choix-là, ben, c'est les gens d'affaires. Parce que nous, il faut justement qu'on fasse des choix de conception. Il faut qu'on décide, à un moment donné, on ne peut pas juste rester dans le néant et faire comme « Ah, ben on ne prendra pas de choix parce qu'on ne le sait pas ». Non, il faut aller impliquer les gens qui ont de l'information pour nous aider à prendre les meilleures décisions, les décisions les plus éclairées dans ce cas-ci. Et c'est ce que la stratégie et les critères nous apportent. C'est un cadre décisionnel pour nous aider à prendre des décisions de conception éclairées. Puis ces éléments-là, la stratégie et les critères, ils vont évoluer à travers le temps. Ils sont contextualisés au moment où on les définit. Ils sont une vérité au moment qu'ils sont définis et il faut les revoir au fur et à mesure que notre produit évolue. Et ça va nous aider justement à mettre en place ces mécanismes pour l'évolution de notre système. Tout ça guidé par le côté affaires de la business, marketing, besoins produits, chef de produit, name it, tout ce qui représente vraiment le côté affaires d'une entreprise. Pourquoi? Bien parce que le côté affaires a une influence nécessairement sur le côté fonctionnalité. C'est eux qui ont la vision de produit, c'est eux qui ont les implémentations de nouveaux fonctionnels. Donc, les requis fonctionnels vont déboucher sur des fonctionnalités. Et ça l'influence nécessairement la conception logicielle. Mais aussi, ils ont une influence sur les requis non fonctionnels, à quel point on a besoin de certains niveaux de qualité. Et ça, ces niveaux de qualité-là vont devenir des contraintes qu'on va pouvoir prendre dans la conception, qu'on va pouvoir amener dans la conception
comme input pour changer notre conception et ce qui va nous donner un produit. Et le produit, maintenant qu'on a les fonctionnalités et les contraintes d'un point de vue non fonctionnel, qualité, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est mettre en place des tests sur ces aspects-là, sur la validité de ces contraintes et de ces fonctionnalités-là. Comme un test d'acceptation, j'ai fait un test des requis non fonctionnels et ça me dit si oui ou non, je le respecte. Cette notion-là, ça vient justement des principes de architecture, evolutionary architecture, donc architecture évolutive à travers le temps, avec la notion des fitness functions. Une fonction qui me dit si oui ou non j'ai besoin de revenir à la planche à dessin. Pourquoi? Parce que si j'applique bêtement des recettes, si j'applique nécessairement des choses qui ne sont pas une bonne, même si c'est une bonne technique, si j'applique une bonne technique dans un mauvais contexte, ça devient une mauvaise technique. Puis il faut que je fasse attention à ces aspects-là. Puis nous, en tant que concepteurs, développeurs de solutions, on a tendance à voir notre coffre à outils comme une silver bullet. Je sais quelque chose, cette chose que je viens d'apprendre va régler tous les problèmes que j'ai. Si j'ai appris Kubernetes, maintenant je vais placarder à grandeur Kubernetes. On n'en a pas besoin nécessairement. J'ai besoin d'avoir une architecture en couche, avec un modèle hexagonal, puis des repositories, tout ça. Non, pas nécessairement. Si tu fais un formulaire, qu'est-ce qui va changer? C'est ton rythme de changement de données. Si tu rajoutes une information, ça va le changer dans la base de données. Mais pas 25 niveaux entre les deux, mais en 2, 3. Ça va améliorer la vitesse nécessaire à ça. Donc, même si on développe notre coffre à outils, même si on développe les éléments clés d'un point de vue technique, il ne faut pas nécessairement prendre tous les outils qu'on a puis de les placarder partout. J'ai vu des choses. Si vous mettez en place, par exemple, Kubernetes, c'est bien parfait, mais si vous avez juste 2000 requêtes par mois, peut-être que vous n'avez pas besoin de toute cette stack d'infos nuagiques nécessaire dans votre système et dans votre application. Parce que si vous les mettez en place et que vous n'en avez pas besoin, qu'est-ce que vous avez fait? C'est de la dette technique. Vous avez ralenti votre chaîne de livraison sans vous en rendre compte. Parce qu'on a un outil qui est vraiment qui aide certains problèmes, mais pas le problème qu'on essaie de régler. Puis pour ça, il faut qu'on garde tout le temps en mentalité la notion de keep it simple, stupid. On veut répondre à des besoins complexes, rapidement et de la façon la plus simple possible. Et pour mieux comprendre les problèmes d'affaires, le problème d'affaires qu'on essaye de résoudre, la seule solution, c'est d'aller parler aux gens d'affaires, comprendre leur réalité, comprendre c'est quoi leur intention derrière l'évolution du logiciel, comprendre c'est quoi justement pour qui on résout ça, c'est qui nos utilisateurs, c'est quoi les niveaux de qualité attendus. On peut faire plein de choses en technologie, mais notre objectif principal, c'est de résoudre leurs problèmes, autant d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue de qualité, pour assurer qu'on ait justement un produit qui évolue bien, mais qui répond avant tout à une notion de bonne performance d'équipe, que les gens soient capables de livrer en production des logiciels du bon niveau de qualité pour leurs problèmes d'affaires. Et ça passe en collaborant avec les gens d'affaires. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je vais en prendre. L'autre chose, si vous voulez les slides et toutes les informations, en 2 jours, je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Threads ou m'envoyer un courriel. Je vais répondre à je vais dans les prochains jours, mettre un lien vers toutes les informations qui se trouvent de cette présentation-là. Donc, j'ouvre le plancher pour des questions s'il y en a. Oui, juste ici. Une question? Vas-y. Oui. 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 Oui.
C'est une bonne question. OK, ça, c'est un débat, juste pour que tout le monde l'entende. C'est un peu établir des standards d'entreprise, par exemple, dans des grandes organisations, dans une notion souvent de cost saving ou juste de permettre la fluidité des gens dans les équipes. Par exemple, on va établir que tous les projets vont devoir suivre un mode de déploiement Kubernetes, vont devoir avoir, par exemple, 2-3 langages maximum. Donc, tout ça, ce qui sont des standards d'entreprise. Comment on fait pour changer un peu la direction, comme le mindset par rapport à l'établissement de ces standards-là? C'est ça la question? Cool. OK, c'est un problème qui est difficile à résoudre parce que justement, je comprends leur intention en faisant ça, qu'ils veulent réduire la complexité cognitive en appliquant des standards. L'affaire, souvent, c'est que tu veux, d'un point de vue de l'organisation, je comprends pourquoi ils veulent le faire. C'est juste que ça ne va pas nécessairement... En fait, c'est que dans certains cas, ça va être bénéfique qu'il y ait ces éléments-là. Dans d'autres cas, ils vont se tirer dans le pied. Ce qu'on essaie, en fait, là, puis probablement, c'est soit d'un point de vue affaires ou d'un point de vue de la strate exécutive. Ce qu'ils essaient de faire, c'est pogner un silver bullet qui disent « OK, mais on va mettre ça en place, puis ça va résoudre tous nos problèmes. » Pour amener les différents aspects là-dedans, souvent, je vais aller collaborer avec les gens d'opération, les gens qui sont responsables de mettre en place, par exemple, la plateforme Kubernetes ou le standard là-dedans. C'est comme, OK, regarde, voici mon use case. Je comprends que tu veux mettre ça en place, puis il faudrait que je respecte ce standard-là. Mais ton standard est contextualisé. Je ne veux pas juste l'appliquer bêtement. Peux-tu me faire, par exemple, juste un App Engine ou juste un Firebase de quoi qui est sécuritaire, mais qui est moins complexe que toute la stack Kubernetes? Juste avoir cette conversation-là d'un point de vue du bon niveau. Tu sais, les standards d'entreprise sont là sont valides jusqu'à temps qu'il y ait une exception, puis que là, après ça, on fait comme ah, ben même, on n'y a pas pensé. Mais à la place d'attendre ces cas-là, ben, on peut être proactif et les amener dans des expérimentations. En fait, c'est pour ça qu'aussi j'ai un peu parlé des ADR, Architecture Decision Record. C'est important dans les ADR, par exemple. Vous irez voir là-dessus, je vais avoir des références sur les slides plus tard là-dessus. Mais ça donne justement un contexte. C'est quoi ton contexte d'utilisation de ce standard-là, de ce guideline-là? Dans les standards d'entreprise que j'ai vus, la majorité n'ont pas... C'est juste, on placarde à bord en bord la chose à utiliser, mais il faut amener comme, OK, ouais, mais dans quel contexte ça ne s'applique pas? Il y a des choses d'impératifs qui sont intéressantes à avoir dans les standards d'entreprise, mettons de la sécurité. All good. J'aime ça qu'il y ait un standard d'entreprise d'un point de vue de sécurité. Mais je ne veux pas avoir le même pipeline de validation, par exemple, de gate de sécurité, par exemple. Mais pour ça, il faut justement parler avec les gens sur les contextes. S'il y a des forums, poser des questions, apporter des exemples de « OK, ouais, mais j'ai une exception », puis amener genre, le raisonnement pourquoi vous êtes amené là, peuvent changer les standards ou l'expérimentation. Les portes sont fermées, ish. Autre chose, c'est vous pouvez, ça c'est une technique que j'ai déjà utilisée, faites pas ça tous les jours. Essayez la chose de faire, donc passez à côté du standard, puis juste de vous excuser, puis voyez les répercussions. Si vous demandez de repasser dans le standard, OK, vous aurez appris. Sinon, ben, vous avez une victoire. Ça répond à la question, oui? Allô, on m'entend bien? Oui. Ben, c'est drôle, ma question, c'est un peu un follow-up de ce que tu viens de dire, l'envie d'expérimenter puis tout ça. Notre domaine, c'est beaucoup de changements, des nouvelles technologies, des nouvelles trends. Les développeurs, généralement, ont ce désir-là d'essayer des nouvelles choses, puis de mettre en place des nouvelles technologies, puis de continuer à apprendre. Comment est-ce que tu gères ça, sachant qu'on doit toujours contextualiser le désir des développeurs d'essayer une nouvelle technologie? Comment les garder satisfaits de ça, tout en respectant le contexte de ce qu'on fait? As-tu des idées, des tips, sans rien que ça? C'est une excellente question, Myriam. Notre domaine est un peu particulier parce que ce qui est valide aujourd'hui d'un point de vue technologique, demain, il ne sera plus nécessairement valide. Il y a de la désuétude qui se crée, puis j'encourage fortement les gens à essayer des nouvelles choses parce que ça peut régler des problèmes. Votre coffre à outils peut aider à régler des problèmes qui sont complexes. Je ne veux juste pas que vous l'appliquiez à grandeur tout le temps. Mais c'est important de le diversifier parce que plus que vous avez d'outils, plus que vous êtes en mesure de régler différents problèmes avec le bon outil, en fait. Donc, c'est important de valider, d'avoir ce genre de veille technologique-là ou d'expérimentation là-dedans. Que ce soit par des petits projets comme moins risqués d'entreprise,
que là, vous pourrez peut-être introduire une nouvelle technologie, la tester, la valider, comprendre comment elle fonctionne, puis après ça, l'amener comme pas mal dans les d'autres discussions. Mais surtout, c'est, à un moment donné, vous allez par le fait d'avoir de l'innovation dans l'entreprise. Si on augmente notre capacité à livrer, si on augmente notre qualité, notre performance d'équipe, on va être en mesure de faire beaucoup plus d'innovation à un certain moment donné. Point de vue affaires, mais aussi point de vue technologique, comment on est capable de faire évoluer le produit d'une autre facette, ben, c'est un peu en faisant ces veilles technologiques-là qu'on peut s'y attarder. Puis, j'encourage les gens à diversifier leur coffre à outils. Je veux pas juste qu'on soit on voit ça souvent, là, OK, on est une shop C# et C#.NET avec React, par exemple, puis c'est ça qu'on va faire pour le Vitam Aeternam. Il y a probablement d'autres choses qui existent qui pourraient vous aider dans certains autres problèmes. Mais pour ça, c'est soit on dégage un temps, soit on prend des projets qui sont moins risqués et on essaie de faire cette veille, cette exploration-là dans ceux-ci. Comme ça, au moins, on va avoir un degré d'apprentissage dedans. Ça répond-tu? Oui, bien, je trouve ça super intéressant. J'ajouterais peut-être quelque chose qui pourrait être pensé, c'est bien, avoir un degré de step back puis se questionner, est-ce que l'expérimentation qu'on a faite, elle a une valeur ajoutée ou finalement, elle complexifie juste notre vie plus qu'autre chose? Puis avoir le regard de ça. Tout à fait. Puis je jump sur ton point aussi. La notion de PDCA, là, donc Plan, Do, Check, Act, ben, ça donne cette boucle-là intéressante. Fait que tu as observé quelque chose, tu as décidé de faire une nouvelle expérimentation, tu valides, puis après ça, ça va te donner le bon niveau de complexité dessus. Merci. Merci. On n'a plus le temps pour d'autres questions. Merci, je vais être disponible, puis je vous souhaite une bonne conférence et à bientôt tout le monde. Merci.